Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. N'oubliez pas d'honorer aussi nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus de vous, mais qui ont bien voulu nous accueillir sur cette terre qui nous était étrange, mais qui nous est aujourd'hui familière. N'oubliez pas, au réveil, de glorifier Dieu, glorifier nos ancêtres qui sont partis, qui étaient là bien avant nous, et de dire merci aux parents avant de commencer votre journée. Sans ce monde-là, sans ces gens-là, toi tu ne seras pas là, moi non plus. Donc il est très très important, de les honorer, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Et célébrer la vie, c'est être au service des autres, comme les autres le sont aussi à ton service. À tous les niveaux. Il y a des gens que tu rencontres au courant de la journée qui sont à ton service que tu ne connais même pas. Ils sont blancs, ils sont métis, ils sont albinos, ils sont tout ce que vous pouvez, ils sont noirs, ils sont tout ce que vous pouvez imaginer, hommes, femmes, handicapés, physiques ou pas. Nous sommes tous des handicapés et nous sommes intercomplémentaires. Donc, sois au service des autres comme les autres le sont à ton service. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais rapidement vous entretenir sur quelque chose, un constat, une situation, des questionnements qui animent beaucoup d'entre vous concernant le président Donald Trump. Ce que je dis ici n'engage que ma réflexion, n'engage que moi, mes convictions, mes analyses. Je ne suis pas un perroquet, je ne suis pas là pour parler des uns et des autres, je suis là pour analyser une situation qui doit d'abord me profiter moi et la société dans laquelle je vis. Je contribue donc à ta réflexion. Ce que je dis ici, maintenant, c'est le résultat de mon constat, de mes analyses. Je ne suis pas là pour dire ce qui va te plaire. Je ne suis pas là pour dire, pour plaire à quelqu'un ou à X ou à Z. En tant qu'un Camerounais libre, un citoyen libre, un Français libre, un Canadien, un Américain libre, un Africain libre, je pense d'abord pour moi et que ma pensée idéologique puisse être utile à la société tout entière. Donc, ce que je vais te dire ici est la résultante de ce que j'ai observé. Et je te dis donc ce que je pense. Alors, beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous ont regardé les attitudes du président Trump ces jours derniers, nous faisant comprendre que Trump est un va-t-en-guerre. Il avait dit qu'il n'ira pas en guerre, il ne fera pas la guerre, mais le voilà aujourd'hui en train de faire des guerres un peu partout. Avant donc de répondre à cette question, je voudrais te dire que le président Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Mais le président Donald Trump est dans la logique de ses prédécesseurs. Et la logique qui dirige ce monde. La logique des guerres, des armes, des industries d'armement, d'argent et de la mort. Tous les présidents, la plupart sont dans cette même logique. En général, et en particulier, les 5 membres du Conseil de sécurité, qui sont aussi les plus grands producteurs d'armes dans la société dans laquelle nous vivons. Ceux-là qui font le Conseil de sécurité sont les plus grands producteurs d'armes de guerre. Dans ce monde, on produit plus d'armes de guerre que de nourriture. Et produire les armes, c'est tuer les créatures de Dieu. Et ne pas produire la nourriture, c'est laisser mourir les créatures de Dieu. Et ces gens-là, dans les deux cas, utilisent les deux formules. On ne produit pas assez de nourriture, tout du moins quand on produit de nourriture empoisonnée, et on produit des armes pour tuer des créatures de Dieu. Quand vous entendez parler d'armes, on ne vous a pas dit que ces armes-là vont tomber dans un poulailler, dans une ferme. Les armes tombent sur des immeubles et on cible volontairement des immeubles en Israël.
On cible un immeuble en Israël. On cible un immeuble en Palestine. On cible un hôpital en Palestine. On cible une école en Palestine. On cible une mosquée en Palestine. On cible les stades de football en Israël, où les enfants jouent au foot. On cible des habitations en Israël. On cible les hôpitaux en Israël. C'est pour tuer des personnes vivantes. Et dans les cas que je viens de citer là, il y a des mosquées, il y a des synagogues. Les gens y vont pour prier Dieu, pour avoir la vie. Mais ceux qui dirigent le monde, ils déposent les bombes là-bas pour détruire les vies. Ils feront la même chose en Iran. On tire sur les immeubles, on tire dans les rues, on tire pour tuer des gens. Ils feront la même chose au Yémen. Ils feront la même chose au Mali, au Burkina, au Niger. Ils font la même chose en ce moment au Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest, à Boko Haram. Et avec Boko Haram, au Grand Nord, ils tuent les gens. Ils égorgent dans les mosquées. Les peuples fuient leurs maisons, vont vivre sur des montagnes. Dans mon pays de naissance, le Cameroun, les mêmes armes que vous entendez en Israël, en Palestine, en Iran, au Yémen, au Qatar, ces mêmes armes-là, dans notre pays, sont en volume réduit et tuent les mêmes personnes, les humains, les créatures de Dieu. Le monde entier est conçu ainsi. Le diable n'est pas là où tu le recherches. À l'église, prenez les machettes, allez taper le sol, vous cherchez à tuer le diable. Non. Le diable te ressemble, il me ressemble. Il porte des beaux habits, il porte le pantalon, il porte la veste. Il se promène, mais il te tue en te recommandant d'aller à l'église. Vous les voyez, ces dirigeants-là, tous, ils vont à l'église, ils vont dans des églises, ils vont dans des mosquées. D'autres prennent même l'avion ici, vont jusqu'à la Mecque, aller prier Dieu. Mais pendant qu'ils y sont, on bombarde dans leur pays. On tue leurs compatriotes. Ça ne les aime pas parce que la société est faite ainsi. Alors pour ton information, le monde dans lequel nous vivons, les 5 grands pays, membres du Conseil de sécurité, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la France, il y a le Royaume-Uni. Tous ces pays-là sont des producteurs d'armes. Ces pays dont je viens de te citer là sont des producteurs d'armes. Alors, chaque année, ils doivent faire des foires, organiser des foires, des salons de l'armement, organiser des expositions pour vendre leurs bijoux. Ce n'est pas un collier, ce n'est pas une montre, ce n'est pas une bague, c'est des armes pour tuer des personnes. Alors avant de continuer, je t'invite à regarder ce qui a eu lieu en France ces jours derniers. Écoutez, regardez. Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'écho. Drones, missiles ou avions de chasse, une 55e édition du Salon du Bourget aux couleurs militaires. Sur les 2400 exposants venus de 48 pays, 926 sont directement affiliés au secteur de la défense, sans parler du cyber, de l'intelligence artificielle, du quantique, du spatial, où là encore, l'heure est au réarmement. Alors comment financer ce réarmement? L'Europe se donne-t-elle les moyens? Comment faire grossir les PME françaises? Et quelle place pour l'avion de demain, moins polluant et plus autonome? C'est le premier rendez-vous de l'aéronautique mondiale. Guerre en Ukraine, à Gaza et escalade des frappes aériennes entre Israël et l'Iran. Partout dans le monde, les tensions s'aggravent, les dépenses militaires sont en hausse et les entreprises sont au rendez-vous. Au Bourget, jamais l'industrie militaire n'avait été aussi visible. Écoutez le président de la République. C'est la montée aussi, il y a toute la partie défense qui correspond à l'état du monde, à ces désordres, ces déséquilibres, avec de plus en plus de pays qui s'équipent. Et ce salon qui a toujours eu une composante défense, on le voit, une composante qui croît chaque année davantage et qui, cette année, est sans doute encore plus forte que les autres. Le spatial et la défense qui a toujours été un secteur très important pour nous et on sentait bien qu'il allait falloir devoir faire quelque chose parce qu'effectivement après
un certain nombre de dizaines d'années de ce qu'on appelle les dividendes de la paix, à désinvestir dans le militaire. Il allait bien falloir à la fois rattraper le manque et investir dans l'avenir et dans les futures technologies. Donc ça a toujours été quelque chose de très important pour nous. Et oui, je suis une habituée du Bourget. Ça fait 20 ans que j'y vais. On dit que c'est quasiment mon 10e Bourget. De hautes bâches noires pour recouvrir les stands israéliens exposant des armes offensives. Des entreprises privées de participation au plus grand salon de l'aéronautique et de la défense au monde. La décision crée la polémique, mais le gouvernement français assume. En fonction de la situation à Gaza, dont tout le monde sait que la France considère qu'il y a là une situation terrible pour les Gazaouis, la France a tenu à manifester que les armements offensifs ne devaient pas être présents dans ce salon. Le Premier ministre affirme avoir donné en amont un cadre clair aux exposants, à savoir l'interdiction de présenter des armes offensives. Une directive validée selon lui par l'ambassade d'Israël. Mais sur place, les exposants déclarent avoir été pris par surprise. Ils ne nous ont rien dit. Nous sommes arrivés le matin et tout était fermé. Sur les 9 entreprises présentes, 5 n'auraient pas respecté la consigne et ont été empêchées d'exposer. Notre équipe a été autorisée par l'une d'elles à entrer à l'intérieur d'un des stands condamnés. Ici, les armes interdites d'exposition. Le vice-président d'Elbit ne veut pas dire si ce sont des armes utilisées à Gaza. Et pour lui, la question n'est pas là. C'est de la discrimination, indiscutablement. La société vend des systèmes dans le monde entier. Donc je ne comprends pas quel est le lien entre le conflit que nous avons et la société qui produit ce type de système et le vend avec fierté dans le monde entier. Le président israélien Isaac Herzog se dit choqué, mais l'exécutif français défend sa position et l'affirme. Si les stands concernés retirent les armes offensives, ils pourront rouvrir. Alors, voyez ces images donc de ce qui s'est passé dans la dernière heure. C'est l'Iran qui menaçait les États-Unis de représailles. Bien, sachez que l'Iran est maintenant passé à l'acte, lance une offensive contre une importante base américaine qui est située au Qatar, la plus importante, en fait, base américaine au Moyen-Orient qui abrite 10 000 soldats. On a aperçu ces missiles dans le ciel de Doha. Ça a été aussitôt condamné par les autorités du Qatar. Il n'y aurait à ce moment-ci aucun mort. Le Qatar qui dit qu'il n'écarte pas non plus, en fait, de répliquer à cette attaque-là. C'est le Qatar qui a intercepté les missiles qui ont été lancés en direction de la base militaire. Il y aurait une autre attaque aussi sur une base en Irak, mais les informations sont très sommaires par rapport à cette deuxième attaque. Selon le New York Times, l'Iran aurait avisé les États-Unis de ses intentions pour minimiser les dégâts, pour minimiser l'impact sur les vies humaines. L'Iran affirme que cette attaque-là, c'est une attaque dévastatrice, que c'est une attaque puissante, qu'elle a utilisé le même nombre de bombes qui ont été utilisées par les États-Unis lorsqu'ils s'en sont pris à des facilités nucléaires iraniennes. On estime que la frappe ne pose pas, en tout cas du côté de l'Iran, on estime que cette frappe-là ne pose pas de risque pour les civils, que les installations américaines visées se trouvent loin de zones habitées. En ce moment, on retrouve 40 000 soldats américains en sol au Moyen-Orient. 10 000 soldats américains se trouvent sur cette base qui est visée au Qatar. On va tout de suite se rendre à Washington, retrouver ma collègue Marie Claudet. Donc, Marie, Donald Trump est réuni en ce moment même là, avec son Conseil de sécurité. Oui, Donald Trump est réuni, là, à l'heure où je vous parle, avec son conseil de sécurité, comme vous le dites. Donc, voilà, des menaces qui se sont concrétisées très rapidement avec cette attaque au Qatar. C'était le genre d'attaque que les États-Unis prévoyaient ou qui était en tout cas dans leur radar. Et c'est sûr qu'elles feront partie des discussions au Conseil de sécurité cet après-midi. L'Iran, comme vous
le disiez, a lancé 10 missiles sur le Qatar, un en Irak. Les Qataris auraient intercepté ces missiles. Il n'y aurait pas de morts ou de blessés pour l'instant. Donc une attaque symbolique, mais très perturbante pour l'instant. Marie, l'Iran avait avisé qu'il y aurait des conséquences au fait que la Maison-Blanche a autorisé une attaque, que la Maison-Blanche visait des installations nucléaires. Vous y avez fait allusion. On s'attendait à la Maison-Blanche à un scénario de la sorte. Oui, hein, on s'attendait à plusieurs. Les États-Unis, en fait, prévoient plusieurs scénarios. Les attaques donc sur ces bases militaires au Moyen-Orient faisaient partie de ce scénario. L'Iran pourrait aussi bloquer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est là où transite à peu près 20% du gaz et du pétrole du monde entier. Voilà. Et puis les cyberattaques et les actes terroristes ne sont pas non plus exclus sur le territoire américain. Donc c'est tout ça donc, qui va faire partie de ce Conseil de sécurité. Et c'est sûr qu'ils vont parler de ces attaques au Qatar qui viennent de se passer. C'est un Conseil de sécurité qui avait été convoqué pour 13 heures cet après-midi à la Maison-Blanche. Rien n'est ressorti pour l'instant de ce Conseil. Marie, on n'a pas d'informations provenant de la Maison-Blanche, de déclarations? Non, pas d'informations, mais on sait que les États-Unis sont ouverts. Les États-Unis se disent ouverts à la négociation, mais à condition que l'Iran ne fasse pas de bêtises. C'est ce qu'avait dit hier le secrétaire d'État Marco Rubio. Donc négociation, diplomatie, oui, mais sous condition. Est-ce qu'on a plus d'informations, Marie, à savoir, il y a notamment le New York Times qui indique que les États-Unis auraient été avisés de cette attaque-là pour pouvoir minimiser peut-être donc les dégâts faits sur le terrain? Oui, il semble que les États-Unis étaient au courant de cette attaque, mais on n'en sait pas plus. Donc, information à venir. Je pense que, il semble que la Maison-Blanche va sûrement faire un point de presse, ou en tout cas, on entendra Caroline Leavitt à la Maison-Blanche plus tard cet après-midi. Mais pour l'instant, oui, c'est toutes les informations qu'on a. Cette information du New York Times, donc, on en saura plus dans l'après-midi. Alors, on s'attendait à cette frappe de l'Iran. Ça faisait partie des scénarios qui avaient été évoqués, notamment par la Maison-Blanche. M. Trump, qui avait causé en quelque sorte aussi la surprise hier soir, parce que jusqu'à présent, les États-Unis se gardent bien de dire qu'on entre en guerre avec l'Iran. Donc, on a plutôt fourni un appui à Israël lorsque l'on a visé des sites nucléaires iraniens. Et on se gardait bien aussi de réclamer un changement de régime en Iran. Or, ce qui n'est plus nécessairement le cas, du moins si l'on en croit les propos qu'a tenus le président sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu un revirement total de la position de la Maison-Blanche à propos du changement de régime. Le président Trump a suggéré sur son compte Truth Social hier qu'il ne serait pas opposé à un renversement du régime iranien. Pourtant, que ce soit son secrétaire à la Défense, le secrétaire d'État et puis le vice-président, tous les trois, ils étaient catégoriques hier. Ces attaques en Iran n'étaient pas une déclaration de guerre et leur but n'était pas de changer le régime iranien, mais donc revirement de situation à la Maison-Blanche. La porte-parole Caroline Leavitt est d'ailleurs intervenue ce matin pour clarifier la situation. D'après elle, il n'y a pas de changement de position. Le président se posait juste la question de manière publique et il a le droit de se poser la question, d'après elle, mais pas de changement de position officielle de l'administration Trump. Est-ce que, Marie, on a évoqué que cette attaque qui a d'abord été menée sur des sites nucléaires iraniens pourrait avoir une suite chez les États-Unis? Est-ce qu'on s'attendait peut-être à ce que les États-Unis posent d'autres gestes?
Alors c'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que donc pas de déclaration de guerre. Les États-Unis, pour les États-Unis, les attaques en Iran étaient une attaque militaire ciblée, pas une déclaration de guerre. Mais encore une fois, il y a un bémol, il y a une condition, c'est si l'Iran ne ripostait pas. Et là, on voit bien que l'Iran a franchi le pas. Alors, ce sera à suivre. Marie Claudin, on verra bien quelle sera la suite des choses. Vous êtes nos yeux et nos oreilles à Washington. Faites-nous signe, écoutez, s'il y a du développement du côté de la Maison-Blanche. Bien, là, ça se passe en France. Là, on expose. Chacun vend son bijou. Ça, ce sont des hélicoptères. Là, ce sont des missiles. Bon, on vous dit qu'on a fermé le stand d'Israël parce que, whatever, tout ça, c'est dans l'hypocrisie, la manipulation et ça rentre dans le jeu. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher Israël de vendre, de promouvoir ses armes, alors qu'on donne les armes à Israël de combattre. Si vous comprenez quelque chose là-dedans, venez m'expliquer. Alors, l'un des pays les plus gros hypocrites, c'est la France, notamment les dirigeants français, qui sont toujours dans une ambiguïté pas possible. Ça devient même ridicule. C'est pour cela que Donald Trump est le meilleur président que nous avions eu jusqu'à ce jour. Je reprends. C'est pour ça, pour ton information, Donald J. Trump est l'un des meilleurs présidents américains pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pas parce qu'il fera bien plus que les autres, ou bien il fera mal plus que les autres, mais parce que la différence de Donald Trump et les autres, c'est que Donald Trump vient parler de ce qu'il va faire. Il vous dit d'abord, et il le fait. Et qu'il réussisse, qu'il ne réussisse pas, il a eu le mérite de vous le dire. Prenons l'exemple des immigrés qu'on renvoie chez eux. L'homme qui a battu les records, c'est un président de ce pays qui a la même couleur de peau que toi. Barack Obama. Mais toi, tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que quand on arrête les Noirs, là, on les envoie chez eux. Barack Obama était en tête. Plus que Donald Trump. Mais la différence, c'est que le président Donald Trump, c'est un homme volubile, c'est un homme qui s'exhibe, c'est un homme expressif, c'est un homme qui dit des choses, il parle. On parle de guerre. Tuer les présidents africains, c'est comme des étrangers qui vont à la chasse pour aller tuer des éléphants. Les Français, pour eux, chaque président doit tuer un président africain, ou plusieurs. C'est comme ça, c'est dans leur logique. Jusqu'à preuve le contraire, le président Donald Trump est dans la logique qui veut qu'il faut produire des armes. Il faut produire des armes. Et on produit des armes pour quoi faire? Pour les vendre. On ne vend pas des armes aux pays en paix. Et si on vend des armes aux pays en paix, c'est pour préparer la guerre. Et pour préparer la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer les guerres. Et pour provoquer les guerres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser les peuples sur deux choses. Ou sur trois. Les religions, le mauvais partage des biens et le pouvoir. Toi, tu es au Cameroun, tu veux le pouvoir. Bon, Biya est là depuis 42 ans. Bon, toi, tu veux le pouvoir. Bon, alors, il faut commencer la guerre. Comme tu n'as pas les armes, on te donne les armes. En contrepartie, tu dois signer ci, tu dois signer ça, tu viens avec nous. Tu donnes les armes. Alors, quand tu attaques, on fait comme si on n'a pas vu. Biya de l'autre côté, ceux qui sont aussi en contrat avec lui, voilà, il va falloir résister. Parce que cela va prendre le pouvoir. Pour que tu continues de rester là, alors tu signes le contrat avec nous, on te file encore quelques armes pour que tu puisses résister. Alors, poum, tu prends les armes. Lui vide de l'argent, il vend une partie de ses terres. Entre-temps, les peuples sont en bagarre. Ces peuples qui bagarrent là, ils bagarrent et n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de terre. Une partie de leur terre a été vendue aux Chinois, aux Libanais, a été hypothéquée aux églises qui ne font rien pour vous. Le plus grand propriétaire des églises sur la terre, et notamment au Cameroun chez moi, c'est l'église catholique. Elle apporte quoi aux populations? Rien du tout. Elle concourt plutôt à tuer le peuple. Donc, tous ces éléments-là concourent à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On ne peut donc pas vivre sans guerre. Vivre sans guerre, c'est vivre sans l'industrie de l'armement. Et vivre sans l'industrie de l'armement, c'est vivre sans argent. Sans argent. Vivre sans argent, c'est mettre des millions et des millions de familles au chômage. Ici, aux États-Unis, il y a des millions et des millions de familles qui vivent à travers l'industrie de l'armement. Partout dans le monde, il y a des millions et des millions de familles qui vivent par et grâce à l'industrie de l'armement des États-Unis.
En Russie, pareil. En France, pareil. En Belgique, pareil. Alors quand je vous parle des 5 membres du Conseil de sécurité, qui sont les plus grands producteurs d'armes, c'est parce que les autres, c'est pas parce que les autres produisent moins. La Corée du Nord est un grand producteur d'armes. On ne s'attaque pas à ce pays-là. Mais il ne fait pas partie des grands producteurs des 5 membres du Conseil de sécurité. Il y en a comme ça qui ne font pas partie, mais qui sont des producteurs d'armes et plus grands vendeurs d'armes. Aujourd'hui, en matière d'armes, la Chine, qui est voleuse de technologie, a maintenant plus d'armes que la France, alors que c'est en France qu'elle a passé tout son temps à voler la technologie. Donc, tous ces gens que vous entendez là, sont dans une pièce théâtrale, malheureusement tragique, qui veut que la Coupe du Monde des armes se fait toujours par une guerre mondiale. Les attaques que vous voyez là, des petites guerres spontanées, 3, 4, 14 jours là, ce sont des guerres, c'est sur le championnat. La Coupe du Monde finira toujours par une grande guerre. Pourquoi? Pour vider les stocks, vider les magasins. Pendant ce temps, on prépare maintenant des grandes, des nouvelles armes qui seront capables maintenant d'entrer dans la maison, de cibler une seule personne dans la maison. Si vous êtes 1000, la bombe doit être orientée pour entrer par la fenêtre, faire un petit trou, pisse, cible une seule personne, paf, tu tues et ressort, ou tombe par terre, laisse les autres personnes. Donc pendant ce temps, ils passent leur temps à réfléchir sur la capacité de la bombe à tuer un maximum de gens, ou alors à tuer les cibles qu'ils auraient choisies. Le président, tout récemment, avait tué un général à son premier mandat. N'est-ce pas? Alors, depuis que les grandes puissances tuent ceux-là qu'on considère comme étant des dangers pour la société, de façon ciblée, est-ce que ça a arrêté les guerres? Ça a arrêté le terrorisme? On a tué Boko Haram. On a tué certains membres du Hamas. On a tué des leaders du terrorisme à gauche, à droite. Est-ce que ça a arrêté les productions d'armes? Est-ce que ça a arrêté les guerres? Est-ce que ça a arrêté le terrorisme? Que non. Mieux, on réussit maintenant même à officialiser, à récompenser, comme on donnerait la médaille d'or, chevalier de l'ordre du mérite, l'ordre de valeur, chevalier de l'ordre national, whatever. On a dépassé ça. On officialise maintenant publiquement la récompense des terroristes. Comme le président syrien, c'est un terroriste reconnu. Et si dans le registre de mon pays, les États-Unis, le président syrien est reconnu comme étant un terroriste qui a tué des Américains, qui a tué des Syriens, qui a tué des Français, qui a tué des Africains, qui a tué des Arabes, qui a tué des chrétiens. Aujourd'hui, on a fait de lui président. N'est-ce pas? Maintenant, les enfants français qui ont quitté la France pour aller combattre aux côtés du président syrien à l'époque terroriste, ces enfants-là sont interdits de retourner en France, sont en prison en Syrie. Mais celui qui les employait, qui était le chef des terroristes, la France a fait de celui-là président de la Syrie. Vous avez compris quelque chose? Alors tout ce que vous voyez dans le monde là, malheureusement, c'est une pièce théâtrale tragique parce qu'elle tue des gens. Mais nous ne pouvons pas vivre dans cette société sans les armes. Parce que c'est un pays qui n'ont pas de richesse. La seule chose qu'ils peuvent produire, ce n'est que des armes. Et pour les vendre, il faut tuer des gens. Alors tu vas à l'église chercher Satan, mais il est dans ton environnement. Satan vit à côté de toi. Satan vit chez toi. Qu'est-ce qu'on donne au président africain? Le premier bijou que la France donne à un président africain, comme tous ces présidents-là, c'est de te confier les armes. Regardez ce qui se passe au Nozo. Regardez attentivement ce qui se passe dans le Nozo. Est-ce que vous entendez l'Angleterre parler? Vous entendez l'Allemagne parler? Est-ce que vous entendez la France parler? Mais vous verrez des généraux venir au Cameroun, se promener. Mais la seule fois que ces gens-là ont parlé, ils sont venus au Cameroun en 2016-2017. Tous les pays, chacun venait dire à Paul Biya que bon voilà, donne-moi ma part. Donne-moi ma part, sinon je parle fort. Tous ils sont venus jusqu'au Commonwealth. Ils sont repartis.
Le président Paul Biya a continué dans sa gestion. Laisser ses compatriotes mourir. Quand on te parle de déplacés de guerre, ce qui se passe en Palestine, ça se passe au Cameroun. Les enfants ont quitté. Nous sommes à pratiquement plus d'1 million de morts et de disparus dans le Nozo. Ça n'a l'air de mouvoir personne. Pourquoi? Parce que les peuples sont dans les réseaux sociaux à raconter des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer demain dans un tribunal. Ils racontent des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils disent parce qu'ils veulent se faire voir, ils ne veulent pas défendre leurs intérêts. Je vous parle ici. Je n'ai pas besoin que tu viennes liker. Je ne te demanderai jamais ça. Liker, partager, distribuer. Ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu aurais retenu, ou tu as retenu quelque chose dans ce que je dis, c'est pour moi une réussite. Alors la première réussite ici, quand je te parle, c'est parce que j'ai d'abord réussi à exprimer ma pensée, comme je vous ai dit à l'entame de cette publication. J'exprime d'abord ce que je pense, et ce que j'analyse, je partage avec vous. Maintenant, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ça, c'est moi. Je ne veux pas te parler de Paul, du caleçon qu'il a porté, d'un gacha, de ce qu'il a fait. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est ma vie. Comment protéger ma vie? Comment me battre pour que mes enfants, au même titre que les Rothschild, même s'ils n'auront pas les mêmes moyens, mais qu'ils aient la culture qui permet de pérenniser ce que nous sommes. Les Rothschild, leur culture, c'était de l'argent. L'argent, les banques. Les Nouma, notre culture, c'est promouvoir nos valeurs culturelles. Les Nouma, notre richesse, c'est quoi? Pérenniser, rendre pérennes les valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles de mon continent, l'Afrique, de mon pays, le Cameroun. C'est la seule priorité. Ce n'est pas porter un veste, venir ici, ce n'est pas porter un costume, une belle chemise, une belle cravate. C'est parler pour que les enfants qui ne sont pas nés, quand ils viendront écouter ça un jour ou l'autre, en papier, en audio, en vidéo, qu'ils se rendent compte qu'il y avait des valeurs qu'on défendait. Ce n'est pas le costume, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas la bague, ce n'est pas la montre, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les meubles. Parce que même quand on rase comme on a rasé Israël, la culture restera. On rase comme on a rasé le Liban, la culture restera. Le plus important, c'est comment s'aimer pour que les autres viennent récolter. Donc quand vous voyez tout ce qui se passe là, c'est dans le même processus. C'est dans le même processus. Envoyer des terroristes un peu partout pour les déstabiliser, pour mieux vendre, pour vider les stocks de ce qui a été fabriqué. Il y a des PA, il y a des pistolets automatiques, il y a des pistolets mitrailleurs, il y a tout ce que vous pouvez imaginer des guerres là, des armes de guerre. Il faut libérer les stocks. Et libérer les stocks, ce n'est pas aller à la chasse pour tuer les oiseaux, tuer les animaux. C'est tuer les humains. Et vous allez chercher Satan dans l'église? Non. Certains pasteurs sont les alliés de ce système. L'église catholique a encouragé la colonisation, l'esclavage, la traite des noirs. Ils sont dans le même processus. La domination, l'homme sur l'homme, l'esclavage, le crime. Satan, tu ne le verras pas avec l'école parce que tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Satan. Mais tu vois tous ceux-là qui donnent les instructions d'aller bombarder. Quand on fait la guerre, est-ce qu'on va t'annoncer? L'un, l'autre appelle l'autre. Tu dis que voilà, ok, Coco, je vais aller bombarder au Qatar. Ok, tu peux débarrasser un certain nombre sur la bâtiment où j'en allais se cacher. Boum. Oui, communiquer. Bon, tel a bombardé au Qatar. Voilà. Ok, bon, l'autre appelle l'autre. Bon, je vais aller bombarder ton site nucléaire. Ok, sois prêt. Pap. Boum. On a bombardé. Ok, bien fait. Ok, bien. Ok, reçu. Ok, voilà, vous partez. Nous autres, nous sommes sur le plateau, on commande. Le président Donald Trump est le meilleur dans le registre parce qu'il vous dit ce qu'il va faire. Il est dans la même logique que le président Poutine. Il dit, voici ce que je vais faire si ça continue. Voici ce que je fais. Tout le monde a oublié maintenant l'Ukraine. On n'en parle plus. On est en Israël. On est en Iran. On a un peu oublié la Palestine. Mais ça continue de tuer là-bas et ça continue de tuer en Ukraine. Ça tue au Yémen. Chaque personne te dit, voilà, si vous faites telle chose, voici ce que je vais faire. Et nous, on est là, on commande. On est au niveau des papiers. Oui, on a demandé d'arrêter les sans-papiers. Parce que quand ils font ça, on vous distrait. Est-ce que Jésus avait des papiers? Tous ces gens-là ont des Bibles dans leur maison. Jésus avait des papiers. Jésus avec un passeport de quelle nationalité? Jésus avait la carte de résidence de quelle nationalité? Mais pendant qu'on vous distrait, il faut arrêter les sans-papiers. Il faut arrêter ceci. Il faut faire machin truc. On tue. C'est pour vider les magasins d'armement. C'est pour libérer des stocks. Et je vous rappelle qu'aucun État ne fabrique les armes. L'État ne fabrique pas les armes. L'État achète, a des contrats
avec des sociétés privées qui vendent des armes, qui fabriquent les armes et qui livrent des armes. Et ces sociétés privées sont aussi des grands donateurs auprès des partis politiques dans les États. Allez donc comprendre les boucliers qui tournent la lettre. Donc tous les discours que vous entendez là, ce sont des discours à dormir, à faire dormir des personnes. Donc ne venez pas ici condamner le président Donald Trump. Il est dans la logique de ses prédécesseurs. Il est dans la logique tracée par ce monde-ci. Mais mes chers amis, vous connaissez qui on appelait Adolf Hitler? Il n'est plus sur la liste des 100 plus grands criminels. Non, c'est passé ça. Adolf Hitler a laissé des enfants. Vous n'avez pas besoin de les nommer, mais vous les connaissez. Si Adolf Hitler était dangereux, aujourd'hui il y a plus dangereux qu'Adolf Hitler. Il y a Adolf Hitler, il prenait les juifs, ce qui est condamnable, il mettait des enfants dans les chambres à gaz, il tuait les enfants, des femmes et des hommes. Adolf Hitler. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on a appris quelque chose d'Adolf Hitler? Non, on a upgrade. On est plus qu'Adolf Hitler aujourd'hui. On va dans les hôpitaux, on bombarde. On va dans les écoles, on bombarde. On va dans les mosquées, on bombarde. On va dans les synagogues, on bombarde. On va sur les rues, on bombarde. Les immeubles, on sait que ce ne sont pas les chèvres qui vivent là-bas, mais on bombarde quand même. Voilà ce que nous avons appris d'Adolf Hitler. Et voilà ce qu'il nous a légué. Et chez nous en Afrique, ce n'est pas différent. Dans mon pays, le Cameroun, on tue les nôtres. On tue. Et quand tu tues, tu es le meilleur élève de Mitterrand. En ce moment-là, tous les dirigeants français n'ont Dieu que toi. Mais quand tu décides que voilà, ok, à partir de maintenant, j'ai essayé de comprendre quelque chose. J'étais en guerre avec eux, au Mali, au Burkina, au Niger. J'ai vu comment ces gens-là nous traitaient. Non, là, ce n'est plus le combat. Là, nous sommes en train de tuer les nôtres. Donc, tu décides de prendre le pouvoir au Mali. Décide de prendre le pouvoir au Niger. Décide de prendre le pouvoir au Burkina. À partir de cet instant-là, l'entité se rend compte qu'il a été détecté. Tu deviens son adversaire. Il faut qu'il te tue parce que tu as pris conscience que la meilleure ressource humaine et la meilleure richesse sur cette terre, c'est l'humain que je suis, que tu es. Comment peut-on tuer mes parents comme ça et je suis complice? Non, je vais me replier. Tu prends la bonne position et la bonne décision. Maintenant, les donneurs d'ordre qui ont mis Bazoum et qui ont mis toutes ceux qui étaient là, qui ont mis Lali Bongo, les Omar Bongo, les Sassou Nguesso et tous ces gens-là vont faire comprendre que, ok, quoi, comme il a commencé comme ça, il va falloir qu'on divise son pays. Dans tes rangs, on va trouver quelqu'un d'autre qu'on donnera aussi des armes. Non, on va combattre l'autre. On n'enverra pas la nourriture, on ne va pas créer des emplois, mais ils vont venir déverser des armes pour entretuer, vous entretuez et droguer les enfants. Tu prends l'arme, tu vas tuer tes parents. On dit non, la drogue, il y a des non-dits, la drogue, machin, tout. Mais si ces gens-là voulaient arrêter le trafic de drogue, ils auraient arrêté le trafic de drogue. Ça fait partie du game. La drogue. Et quand ils sont fatigués de toi, ils vont t'arrêter. Comme ils ont arrêté Pablo Escobar, ils l'ont liquidé. Comme ils ont arrêté le plus grand vendeur de drogue, tu ne peux pas vendre la drogue et te promener avec des avions, prendre les vols, aller d'un pays à un autre, aller en moto et avoir le téléphone dans ce pays-ci. Et que tu es l'ennemi numéro 1 de l'Amérique et de tout le monde entier. On ne t'arrête pas. Non, tu es libre parce qu'ils veulent encore que tu sois libre. Quand ils sont fatigués de toi, on change de tête, on te liquide, on prend quelqu'un d'autre, mais là, hein, the show must go on. Le business continue. Donc, à peu près, je voulais te rappeler ces choses-là. Que apprends à t'occuper de ce qui te concerne. De ta vie. De ta petite vie. Le papier n'est pas une priorité dans certains pays. L'avoir, c'est bien. Ne pas l'avoir, c'est aussi bien. Mais protège-toi parce qu'ils utilisent ça pour animer la galerie. Animer la scène politique. En France, ils ne font que ça. Qu'est-ce qu'ils vont te proposer d'autre? Regardez Emmanuel Macron. Il n'est pas capable de maintenir une voix, une parole. Il veut dire tout et son contraire. Après, il fuit. Il dit, voilà, vraiment, moi, je ne suis pas... On n'a pas attaqué. Il ne faut pas nous attaquer. Non, ça fait partie du game. Il y a le bon, la brute et le méchant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que tu apprennes à comprendre cela. Et que tu apprennes ça. Et tu gardes ça dans ta tête. Pour aujourd'hui. Le président Donald Trump n'est pas plus mauvais que les autres. Il est même plus bon. Il vient vous dire ce qui se passe. Il veut vous dire comment ça se passe. Il a
peut-être la façon comique de le dire, la façon théâtrale de le dire, mais lui vient vous dire, ceux qui ont tué Kadhafi, est-ce que c'était Trump? C'est pas Trump qui a tué Kadhafi. C'est pas Trump qui a abandonné Mobutu. C'est pas Trump qui a tué Omar Bongo. C'est pas Trump qui a tué Amadou Ahidjo. C'est pas Trump qui l'a abandonné de l'autre côté. C'est pas Trump qui a tué Bokassa et les autres. Alors, à partir du moment où tu as appris à penser comme ça, tu comprends où tu vas le monde, où va le monde. Et tu apprendras à t'occuper de tes propres affaires, de ta vie. Parce qu'on te lit, on te voit, on t'enregistre. Donc, si tu passes ton temps à faire le Congo-Ça, la basse semelle, tu rentreras dans la poubelle de l'histoire qui parlera de toi. Moi, Nouma Patrice Freeman, je suis rentré dans l'histoire. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je suis rentré dans l'histoire comme étant le vendeur d'eau. Avec un brevet, c'est là. Je suis rentré dans l'histoire comme étant parmi les 5 premiers qui ont quitté le Cameroun pour venir parler de ce qui se passe dans notre pays. Je suis rentré dans l'histoire comme étant là, que tu ne le veuilles pas. Tu peux l'écrire quelque part. On avait un activiste, qui s'appelait Nouma Patrice Freeman. Il n'avait jamais prononcé le nom de notre activiste en mal pour insulter, pour dénigrer. Ce n'était pas son style. Il avait une ligne éditoriale. Le Cameroun, la société, le peuple camerounais, l'Afrique, la société, le continent africain, et tout ce que ça comporte. C'était ça sa mission. Ça rentre dans l'histoire et ça doit inspirer les prochaines générations. Le comportement. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qui était Omniobe? Qui était Ernest Wanji? Charles Atebeyene? Qui était Bibi Ngota? Qui était Pius Ndjaoui? Qui était Onambele Zibi? Qui était Kwame Nkrumah? Qui était Patrice Lumumba? Donc tous ces gens-là doivent nous inspirer pour continuer la lutte. Ces gens-là rentrent dans l'histoire. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire parce que je suis allé parler des fesses de X ou de Z. Ça ne m'inspire rien du tout. Je voulais te parler aujourd'hui pour que tu comprennes ce qui se passe. Le président Donald Trump est l'un des meilleurs présidents américains et l'un des meilleurs au monde dans la logique du monde, de ce qui se passe aujourd'hui. Il vient vous dire, il vous parle. À toi d'accepter, de ne pas accepter, ça se fait. Voilà des gens qui ont passé leur temps 14 jours à se bombarder. On vient vous faire comprendre en un temps de record qu'ils ont signé un accord de cessez-le-feu la nuit. Non, non, ce n'est pas le conseil de sécurité qui s'est réuni. Hein. Une personne s'est assise, ils se sont parlé, ils ont signé un accord de cessez-le-feu. Non, ça s'arrête là. Passer, circuler, on passe à autre chose. Il faut reconstruire. Entre temps, le peuple des Israéliens sont morts. Les femmes, les enfants. Les Iraniens sont morts. Les femmes et les enfants. Et ce n'est pas fini. La Coupe du monde de l'armement n'a pas encore commencé. Oui, monsieur, la Coupe du monde n'a pas encore commencé. La Coupe du monde, c'est la 3e guerre mondiale. Alors, faites attention. Éteignez les télévisions et allumez vos cerveaux. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.